Globalement, les boîtes tech aujourd'hui sont ultra financées, ultra suivies, tout ce qui est innovation est vraiment, mis en avant. Quand tu es pas forcément dans cette mouvance, dans ce domaine, bah, comment est-ce que tu fais? Parce que tu as quand même c'est pas parce que tu pas une boîte tech que tu as pas besoin d'argent ou d'avoir, des moyens en place pour pouvoir te développer. Donc c'est quoi, toi, un petit peu l'approche que tu as eue, par rapport à ça, les problématiques que tu as eues et aujourd'hui, comment tu as géré tout ça? Bah, écoute, c'est intéressant parce que moi j'ai un prisme de start-up, même si au départ j'ai eu ces problématiques dans des boîtes plus classiques de services, de communication digitale, des agences digitales, des choses assez classiques maintenant, mais qui étaient à l'époque un peu innovantes et modernes. J'ai eu la problématique de la levée de fonds quand on a commencé à aller vers des problématiques plus techniques, quand on a monté des projets tech, comme tu viens de le dire. Donc la levée de fonds coulait de source parce que c'était un petit peu c'était la voie royale, on va dire. J'ai eu ensuite une start-up que j'ai donc emmenée dans la Silicon Valley, pour laquelle la question du financement n'était pas une question parce qu'il fallait évidemment passer par la levée de fonds. C'était comme une évidence. Et aujourd'hui, je suis dans une société de services que j'ai montée et qui s'appelle Like Me Up, mais qui aujourd'hui n'est pas tech et ne se finance pas de la même façon. Et à ce titre, moi, une des activités que j'ai, c'est d'encadrer énormément d'entrepreneurs. Et comme tu l'as dit, il y a des entrepreneurs qui sont tech, des entrepreneurs qui sont pas tech. Et en revanche, la problématique du financement, elle est commune à tous. C'est-à-dire qu'il faut se financer. Le besoin en financement a quand même vachement évolué. C'est pas le besoin en financement, les capacités qu'on a à se financer sont, je dirais, meilleures aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 10 ans. Je sais que j'ai parlé beaucoup en préparant cette intervention avec vous de ce qui m'était arrivé il y a 10 ans après la volonté de faire de la diversification. On était allé chercher des financements sur les marchés, on avait levé de l'argent, puis en fait ça suffisait pas, il y a eu la crise de 2008 qui nous arrivait dans la figure, la levée était mauvaise, on avait les investisseurs qu'on méritait, c'est-à-dire qu'on n'avait pas dû être très très bon dans notre présentation, dans notre pitch et dans notre levée, donc on avait des investisseurs un peu de seconde zone qui ne savaient pas trop dans quoi ils mettaient leur argent. Résultat, on n'a pas eu assez d'argent pour faire une pirouette, on n'a même pas eu suffisamment pour même faire perdurer l'activité et on s'est cassé la gueule. Comme on s'est cassé la gueule, on a été marqué au fer rouge à la Banque de France. Ça, c'était quelque chose qui était la norme à l'époque. Et puis, pour faire bien, en plus, on a été marqué doublement au fer rouge puisqu'on avait filialisé une des boîtes qui était la boîte qui faisait de l'audiovisuel au sein de cette structure classique d'agence de digitale. Et donc, ma conjointe Elodie, qui était à la tête de cette boîte, et donc du coup des deux, étaient marqués au fer rouge 2 fois et donc avait l'interdiction, d'une part, d'avoir une nouvelle boîte, d'autre part, d'aller évidemment chercher des financements. Donc ça, heureusement, ça a changé, mais ça nous a collé aux fesses, pour être poli, puisqu'en 2018, donc là, je te parle d'un truc qui s'est passé en 2013. On a eu 5 ans d'interdiction de gestion de boîte, d'interdiction de lever de l'argent, de machin, etc. Ça fait partie un petit peu du mindset autour de comment est-ce qu'on fait pour convaincre les gens de nous prêter de l'argent. Il y a 3 façons de lever de l'argent. Évidemment, la première qu'on préfère tous, c'est le revenu. L'autofinancement, c'est fantastique et c'est ce pourquoi on doit tous se battre, parce que c'est quand même le truc le plus facile, même si ça doit se faire en mode cafard. Je me paye pas, je me paye pas, je me paye pas, mais je paye mon développement et donc ça va finir par payer et puis un jour je me paierai, ça sera formidable. Deuxième, c'est évidemment le non dilutif, donc l'emprunt. Alexandre nous parlera de toutes ces élucubrations et de ces affres avec ces banquiers et du parcours du combattant, que ça reste encore aujourd'hui, malgré ce que je viens de dire, et les évolutions qui ont eu lieu les dernières années, en tout cas depuis la dernière mandature présidentielle. Et puis la troisième, c'est la levée de fonds. Mais effectivement, la levée de fonds, elle se prête pas à tous les jeux, elle est pas, c'est pas la panacée, loin de là. Donc, qu'est-ce que j'aurais moi comme conseil? J'ai des petits conseils qui sont un petit peu des conseils fourre-tout. J'ai tendance à dire que ceux qui n'ont pas les moyens de se financer et qui n'ont pas d'autre choix finalement que de se tourner vers leur petite mimine, faut aller chercher les solutions vers les nouvelles technos. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas finançable puisque je fais du service. J'ai pas envie de prendre un emprunt parce que, pour ne rien vous cacher, j'en ai encore un qui traîne de la dernière startup qu'on avait montée, qu'on rembourse, et j'ai pas spécialement envie d'aller là-dessus. Et j'ai pas suffisamment aujourd'hui développé mon activité pour embaucher des postes chers. J'ai externalisé mes forces de vente en bossant avec des entrepreneurs mais indépendants. Et quand je dis entrepreneurs indépendants, je fais bien la différence entre les free. Moi, dans mon monde, il faut que je travaille avec des entrepreneurs qui ont monté des boîtes, qui ont eu des employés et qui savent ce que c'est que de faire ce que je fais. Et non pas des free qui sont commerciaux. J'insiste là-dessus. J'aurais tendance quand même à aller effectivement vers la tech, chercher de la tech. La tech va nous aider à aller gratter des solutions pour le développement gratuit, entre guillemets. Et donc les premiers trucs qu'on a et qu'on a entendu derrière les termes barbares comme growth hacking ou l'inbound marketing, etc. Tous ces trucs-là, c'est ce que je fais moi aujourd'hui. C'est essayer d'aller jouer avec les outils de SEO, aller gratter au sein de mon réseau, jouer sur les algorithmes des réseaux sociaux, etc. Et à chaque fois en ayant en toile de fond cette idée force qui est celle qu'on fait aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que j'apporte comme valeur? Si j'apporte de la valeur gratuite, peut-être que les gens auront tendance à se dire, bah tiens, la valeur qu'il m'apporte là, ça vaut peut-être le coup d'aller gratter à sa porte et d'aller voir un petit peu plus loin. Mon développement aujourd'hui, à coût zéro,
c'est celui-ci. Et aujourd'hui, ça t'amène tout ce qu'il te faut par rapport en termes de clientèle pour développer ce que tu veux, ou tu es quand même obligé de passer par des caisses de financement un peu alternatives pour avoir de la trésorerie, faire en sorte que ça tourne et que ça marche? Alors c'est une très bonne question. En fait, pour être très concret, aujourd'hui je fais pour une des activités qu'on a, on vend des méthodes d'intelligence collective pour accélérer l'innovation, bref, notamment du design sprint. Pour faire ça, je fais de l'initiation, je prends les gens par la main, je fais de la pédagogie. Pour faire cette pédagogie, ben écoute, c'est des outils aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, hein, une émission, nous on fait des webinars, on prend les gens par la main, on les emmène à nos webinars, on leur demande de s'inscrire, ils viennent, on leur explique ce que c'est, ce qu'on vend, et puis à l'issue de tout ça, effectivement, il y a des leads. C'est très 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 variable, c'est-à-dire que tu me dis est-ce que ça suffit? La réponse d'un bon commercial, c'est évidemment c'est jamais suffisant. Mais parfois il y en a qui ont beaucoup trop de travail, donc je peut-être pas sur le terrain du c'est jamais suffisant, mais pour moi c'est pas suffisant évidemment. Donc je couple ça à ce que je t'ai dit tout à l'heure, enfin ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à des entrepreneurs que je paye avec une sorte de fixe, mais aussi qui sont fortement intéressés à la commercialisation. Et puis je fais de l'apport d'affaires, et puis je fais du partenariat, je fais du cross-marketing, je fais du partenariat en joignant mes forces avec des gens qui peuvent éventuellement aller vendre mes prestats. Évidemment, je fais la même chose pour eux. Mais tout ça, effectivement, au départ, si on parle du coût d'acquisition, ça me coûte que dalle. Ce qui me coûte, évidemment, c'est le gars que je paye. Mais tout ce que tout ce que je fais autour, si tu veux, je vais pas payer une agence pour me faire ma com, je vais pas payer une agence de RP pour faire mes relations presse. C'est-à-dire que ça, tu le fais quand t'es financé, quoi. Donc le choix du gars qui est pas financé aujourd'hui, il est pas complètement nul. Il y a plein de choses qui s'offrent à lui. Après, si je me mets dans la position d'Alex qui aujourd'hui cool sous le taf, il va te dire ouais, mais moi j'ai pas le temps de faire tout ça. C'est là où il faut doser. C'est-à-dire que soit t'as un petit peu le temps, ou soit t'as un petit peu d'argent à mettre dessus. Dans ce cas, tu délègues. Enfin, tu payes un prestat. Mais effectivement, là, il faut doser. Mais tout ça en étant bien sûr dans un cas de figure où c'est le revenu qui paye mon développement. Après, l'autre solution, c'est la solution bancaire. Mais je pense qu'Alexandre en parlera mieux, quoi. Nash, quand finalement aujourd'hui, en termes de développement commercial, les décisions que tu prends, elles sont donc très chez toi finalement. C'est toi qui es le premier commercial de ta boîte. Comment tu vas scaler ça? Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir que d'autres personnes que toi reprennent le flambeau et soient capables eux aussi d'aller chercher du business et pour que tu puisses monter d'un niveau, non? Effectivement, Alex, c'est ça, c'est le vrai souci. Mais en réalité, la réponse était celle que tu m'avais soufflé aussi, c'est-à-dire que la capacité de monter à l'échelle ce modèle, elle est de recruter des gens qui sont capables de faire comme nous et qui véhiculent les mêmes. Alors valeurs, c'est un grand mot, mais en tout cas de bien positionner, d'avoir une bonne plateforme de marque, de bien positionner l'offre, et d'avoir des gens qui sont capables de la délivrer de la même façon. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, quand je te dis que je prends pas de commerciaux, mais que je prends des commerciaux entrepreneurs, j'ai besoin d'avoir cette posture parce que mon facteur de différenciation sur le marché par rapport à mon écosystème, à mon espace concurrentiel, c'est que je suis pas un déblatère, enfin, je déblatère pas de la méthode. J'ai une approche d'entrepreneur sur les problématiques qu'on nous oppose et qu'on nous demande de traiter. Et tout ça, en fait, ça paraît anecdotique. Toi, en tant que commercial, de professionnel et de grand renom, tu vois à quel point est importante l'écoute, la bonne compréhension et l'appréhension des problèmes qu'on nous oppose. Et réellement, si j'ai pas ça dans les gens que j'ai autour de moi pour vendre, je peux pas vendre ce que je sais faire. Et donc, la grande difficulté dans ce que tu viens de pointer du doigt, c'est d'avoir un bon recrutement, même s'il est externe pour l'instant, parce que tu sais que mon choix, vous ne le savez pas, mais moi, mon choix, c'est externalisé parce que j'ai eu un dépôt de bilan en 2013 et le stress d'avoir 30 salariés dont il faut payer les salaires, on n'a plus envie aujourd'hui de le vivre, donc c'est un choix délibéré. Peut-être qu'on changera d'avis le succès venant, mais pour l'instant on n'a pas de salariés. L'idée c'est d'avoir effectivement la capacité à recruter des gens qui ressemblent, qui sont des petits clones, et ça c'est très dur. Et ça passe par évidemment déjà un process de sélection de gens, ensuite un onboarding qui est sans doute plus long et plus compliqué, peut-être plus fastidieux que celui qu'on aurait si on était un petit peu plus intégré, bref, je sais pas exactement. Tu fais quelque chose qui est par nature complexe, pas forcément bien compris tant que les gens n'en voient pas les bénéfices, tu vois. Comme tu dis, hein, finalement, je vends au travers des webinaires que je fais, donc on est presque sur de la démo, du maquettage, tu vois. Presque tu emmènes les gens à se poser des questions et à réfléchir différemment. Donc c'est quelque chose de complexe, pas simple, hein, l'intelligence collective. Comment tu vas faire en fait pour que les indépendants sur lesquels tu vas investir ou les freelances sur lesquels tu vas investir beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de process, finalement, ils se comportent pas avec toi comme la majorité des freelances, c'est-à-dire un peu en mode mercenaire. Le jour où ils se sentent suffisamment à l'aise, ben, ils vont vendre le truc que tu leur as appris pendant des mois et des mois tout seul. Et le jour où ils ont plus envie, ben, ils y ont fait autre chose. Je comprends bien hein, l'enjeu de commencer avec des freelances. Et je vois aussi la volatilité et le risque que ça a et de te retrouver finalement à porter l'engagement seul et à devoir délivrer des promesses qui ne peuvent pas être tenues par les autres. Tout à fait, c'est un des points clés. Pour l'instant, on a 4 personnes qui bossent pas à temps plein, mais beaucoup avec nous. Il y a des
des fonctions qui sont, on va dire, de support sur les exercices d'intelligence collective comme du design tout simplement. Ça, je t'avoue que sur ces ressources-là, j'ai moins de soucis parce qu'effectivement, il n'y a pas de tension sur ces métiers, il y a des free partout. Mais on est très content de bosser depuis très longtemps avec les mêmes parce qu'ils sont super bons, hyper rapides et on les adore. Mais effectivement, s'ils trouvent mieux ailleurs, ils iront ailleurs. En revanche, là où il y a une vraie problématique, telle que tu la décrivais, c'est plus sur les métiers qui vont être non seulement de vente, mais qui vont être capables aussi de venir en support sur la prestation de service. Et c'est un peu là où on prend un gros risque parce qu'effectivement, non seulement les gens qui viennent en appui nous accompagnent en vente, mais pour bien comprendre ce qu'on vend, ils se forment au design thinking, au design sprint, pardon. Et en se formant au design sprint, potentiellement, comme tu le disais, on fabrique des petits concurrents. Donc, la question actuelle qu'on se pose, c'est ne serait-il pas opportun, à minima, d'intéresser les gens au résultat? C'est une question, c'est à l'étude. Parce que de là à salarié, on fera pas le cap tout de suite, on franchira pas le pas tout de suite. En revanche, l'intéressement, l'association, la prise de part ou quelque chose qui puisse faire que, quitte à être dans un système de coop, par exemple, tu vois, là pour le coup, je suis ouvert à tout. Je dis pas qu'on va faire un truc de scope et qu'on va manger des graines en fumant des joints, mais ce que je veux dire, c'est on va être dans un truc qui peut aller très largement au-delà qui peut être très moderne. Je suis pas contre, je suis pas opposé. Mais en revanche, c'est rigolo parce que c'est une question qu'on se pose actuellement. Et donc, en fait, la solution pour toi, Anache, ça serait de construire une sorte de réseau d'indépendants ou de gens qui seraient, où tu pourrais, par exemple, une sorte de mini-franchise, quoi, par exemple, quelque chose comme ça, où ils te lâcheraient un pourcentage de chiffre qu'ils pourraient faire et toi, tu s'occuperais de la partie communication, marketing, process, orga. Ça pourrait être le cas, sauf que tu sais aussi bien que moi que quand tu commences à franchiser, il faut vérifier, il faut surveiller, et c'est un autre métier. Il faut un cahier des charges, voilà. Moi, ce que j'aurais plus en tête, c'est éventuellement de faire prendre une part dans notre boîte à un apporteur d'affaires légitime. Je pense notamment à des peut-être des ESN ou peut-être des grosses boîtes comme Valtech, tu vois, qui font appel à des prestataires pour faire ce genre de prestations aujourd'hui, qui pourraient être intéressés à avoir des prestataires solides, qui, moi, me permettraient, dans ce cas-là, d'embaucher des équipes stables, avec un partage de la valeur in fine qui serait peut-être vertueux. Encore une fois, je dis Valtech, mais ça peut être n'importe qui d'autre. J'ai aucune velléité ni aucune discussion en cours. Mais tu vois, enfin, il y a des partenaires qui pourraient sembler légitimes, il y a des gens qui pourraient avoir des intérêts à s'associer à des toutes petites structures comme nous, parce que ce que l'on apporte, ils ne l'auront jamais. En fait, quand on est en prestat de service, moi, ce que je remarque, parce que tu le dis un peu, finalement, la difficulté, c'est de trouver du staff qui sait faire le job. Moi, j'ai un peu le même problème dans mon sujet, puisque on doit apprendre à des gens à créer des scripts de vidéos YouTube. Et en plus, ils le font en direct avec le client, parce qu'on pense qu'on peut pas déléguer la création de contenu expert sans que l'expert soit là. Donc, non seulement ils doivent apprendre à créer des scripts et donc à tourner les vidéos correctement, mais en plus, ils doivent apprendre à le faire en live et travailler en live avec le client. Au final, nous, on a plus fait le choix d'embaucher sur ce sujet, mais je sais que c'est la partie qui me fait le plus peur parce que le temps de formation peut être très long et c'est assez difficile. C'est pas une compétence, par exemple, on apprend à l'école ou quoi, c'est un peu une méthode maison que j'ai fait un peu par instinct à la base et que maintenant je dois synthétiser, construire et délivrer, quoi. Et je trouve que c'est assez délicat à faire et ça prend c'est des grosses prises de tête, je trouve, dans le service, clairement plus que la vente. Aujourd'hui, je pense que chez Somolto, on a peut-être encore un problème de lead, mais globalement, les ventes, on arrive à les finaliser. Mais sinon, le reste me fait plus peur, par contre, par la suite, au niveau du scale, quoi. Mais t'as raison, le truc, le temps passé à l'onboarding, je crois que c'est un sujet d'actualité pour Alexandre aussi, le temps passé à l'onboarding, il est capital. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre de faire trop d'erreurs. Idéalement, tu peux pas te permettre de faire d'erreurs quand tu recrutes, je veux dire. Moi, la souplesse que je trouve dans l'externalisation de ça, c'est de mes prestataires que je pourrais internaliser, c'est finalement c'est ce droit à l'erreur que je m'achète. C'est-à-dire que limite, si je me trompe, je l'échange. Sauf que comme tu l'as dit, si tu tombes sur quelqu'un de bon, il faut investir sur cette personne. Et comme le disait Alexandre il y a quelques instants, c'est vrai que si tu investis trop sur cette personne et qu'elle s'en va, il n'y a rien qui la lie. Adieu, quoi. Alors moi, je viens aussi d'un milieu, pendant très longtemps, j'ai bossé en tant qu'intermittent du spectacle, et je sais que ce lien, en fait, informel, il n'existe pas. Il n'y a aucun lien entre un intermittent et son employeur en CDDU. En gros, t'es embauché un jour chez un tel, et le lendemain, t'es chez un autre. Il y a quand même des familles qui se créent. Et il y a quand même des familles qui sont assez fidèles. Et après, est-ce que c'est le bon sens? Tu vois, tu me fais bouffer, je continue à bouffer chez toi, tu me fais plus bouffer, je vais ailleurs. Bon, moi, j'ai tendance à avoir j'ai très mal vécu le côté dépôt de bilan d'Elodie, à l'époque, donc de ma femme, mais on était tous dans le même bateau. Moi, je m'occupais de la filiale, mais j'avais pas de titre de représentation dans cette boîte. Je l'ai mal vécu parce que je voyais ce que ça voulait dire que d'être anxieux par rapport à ce
cette masse, ce volume d'affaires qui n'arrivait plus, cette masse salariale qui ne diminuait pas, et le mur qui s'approchait, si tu veux. Et ça, c'était une hantise absolue jusqu'au jour où finalement, t'es la gueule dans le mur, t'as des associés, parce que c'était des investisseurs qui te disent, oui, bah nous on s'en fout finalement, parce qu'on a une garantie BPI, donc plantez-vous, ça sera toujours mieux que vous plantiez, on récupérera 75% de notre mise, alors que si on vous revend, on sait pas à quel prix, donc ça nous intéresse pas. Et t'as ce genre de discours-là, et moi je veux plus ça, je veux plus jamais ça. Donc en fait, si tu veux, c'est sur ce vécu, cette expérience-là, c'est pas forcément, c'est loin d'être ce qu'il faut faire, hein, c'est chacun voit midi à sa porte, c'est pas une parole divine, et c'est pas une recette de cuisine. Mais en revanche, moi, je sais que je veux plus revivre ça. Moi, je comprends tout à fait. Je me suis longtemps posé la même question, c'est comment est-ce que tu peux scaler une boîte sur des ressources qui ne sont pas des salariés. Et pour le coup, j'ai fait beaucoup de tests dans ma vie, alors plutôt dans ma vie de service, hein, puisque j'ai fait de SM pendant très très longtemps, puis du consulting, enfin globalement, j'ai quand même fait presque toute ma vie du service, et j'ai pas de bonne aventure. J'ai pas, même les relations les plus durables, les plus pérennes, à un moment donné, ça s'est arrêté. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans une situation où chacun est parti de son côté et où je me suis jamais retrouvé dans la possibilité d'associer quelqu'un non plus. Hein. C'est très compliqué d'associer un fournisseur ou d'associer un client. Hein. Pareil, les expériences que j'ai vues à côté de moi, c'est pas des expériences qui se sont fondamentalement bien marché. Hein. Le client t'absorbe ou ton associé t'explique qu'il veut aller à droite et que toi tu veux aller à gauche au bout de quelques mois, quelques années. Je pense que ma position vis-à-vis de ça, c'est plutôt je rêverais que tu réussisses. Parce que le jour où tu arrives à créer un modèle où des gens qui sont ni tes salariés, ni tes clients, potentiellement des associés, mais sur un mode moderne, comme tu dis, tu peux construire durablement quelque chose, et ça sera une super histoire à raconter, quoi. Vraiment. Ouais. Je pense que ça va changer le monde, tu vois. Alors, je suis d'accord avec toi que c'est un pari pour l'instant. Après, c'est un pari, je répète, hein, je peux changer d'avis. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce qu'on a... je parlais tout à l'heure, pardon, de bien positionner une marque, d'avoir une bonne plateforme de marque, d'avoir un bon purpose, d'avoir une bonne vision et une bonne mission à proposer. Parce qu'en fait, effectivement, les premières personnes qu'on drague, nous, justement, ce sont de potentiels collaborateurs ou en tout cas apporteurs d'affaires. S'ils se reconnaissent pas dans ce qu'on fait, s'ils se reconnaissent pas dans les valeurs, s'ils se reconnaissent pas dans ce que l'on veut apporter et dans cette fameuse pierre à l'édifice dans cette transformation du monde actuel, ça sert à rien. On n'aura jamais le moindre gars qui voudra venir travailler avec nous. On a cependant dans ce paysage un avantage incroyable, c'est qu'une fois que les gens ont compris la méthode, le produit leur plaît. Alors après, tu disais, ils peuvent très bien s'accaparer la méthode et se barrer. Mais ce que l'on permet qu'ils fassent, enfin ce que l'on leur permet de faire plutôt, sans les autoriser, ce qu'on leur donne l'occasion de faire, plutôt, excuse-moi, est nouveau pour la plupart. Et donc cette nouveauté, surtout par les temps qui courent et à l'époque que l'on vit là en ce moment, la nouveauté, elle a une valeur dingue. Mais il y a une sorte d'euphorie autour de ce que l'on propose et de la vision qu'ont les gens qui nous accompagnent, de l'efficacité que ça a, qui est aussi importante à mes yeux que celle que cette perception existe aussi évidemment chez nos clients, mais c'est très important que ça existe chez les gens qui nous accompagnent. Et j'ai même, pire que ça, j'ai des gens qui sont chez des concurrents, je sais pas si j'en ai le droit de citer des gens, mais bon, il y a des gens qui sont chez des concurrents qui sont des bien présents sur la place, mais qui sont en train de faire une petite modification de business model et qui veulent plus faire des design sprints, mais faire de la formation. Ces gens-là, en fait, les gens qui bossent chez eux, commencent de plus en plus à vouloir se barrer et viennent taper à notre porte. Alors évidemment, ils viennent taper à la porte parce qu'ils pensent qu'on a des CDI à proposer. Quand je dis que j'en ai pas, ça ouvre des perspectives un peu différentes. Dans ma perspective à moi d'avoir comme associé, comme partenaire des gens qui sont passés par l'entrepreneuriat ou qui ont eu à gérer, et quand je dis entrepreneuriat, c'est pas des auto-entrepreneurs, hein. Donc qui ont eu à dealer avec une entreprise, forcément le prisme se réduit, mais ce que je veux dire c'est qu'on a aujourd'hui la chance d'être sur un truc qui est un peu porteur et qui est un peu sexy. C'est bien malgré moi, j'ai rien fait pour, mais je suis très content. Mais il faut surfer dessus, quoi, comme tu l'as dit, il faut que je profite de ça. Tu sais où tu vas aller, tu as un ressenti, enfin tu sais globalement aujourd'hui ce que tu ne veux pas faire, mais t'as pas encore trouvé la recette, le truc qui va te dire ok, je sais qu'en faisant ça, ça va permettre de quoi. Je suis en train d'étudier quelques pistes parce que comme tu sais, j'ai l'intention de partir à Singapour avec femmes, enfants et entreprises. Donc si tu veux, dans cette optique-là, il faut que je pérennise, que je structure et que je solidifie ce qui se passe en Europe. Pour ça, j'ai bien conscience qu'il va falloir que je fasse le deuil de ce que je viens de dire, ou en tout cas au moins sur un poste. Je pourrais pas avoir à distance des gens qui sont pas impliqués de façon réelle, durable, via un CDI. Ce sera sans doute impossible, à moins que je trouve, comme tu le disais, un associé à qui je file X% du capital. Donc par rapport à cette vision-là et à cet objectif-là, je pense qu'il va falloir que je fasse un choix. Est-ce que ce profil, en revanche, sera un profil similaire au nôtre, à Elodie et moi, ou alors un profil beaucoup plus avec une fibre beaucoup plus commerciale? Ça, en revanche, je ne le sais pas.
pas. Et en revanche, pour tout ce qu'on vient d'évoquer, la réponse, mon cher Alex, c'est non, tu as raison, je n'ai pas encore la solution. Et j'avoue que je n'ai pas encore trouvé non plus la recette, parce que tu m'as dit toi-même ce que tu avais vu qui n'avait pas marché. Et j'en trouve plein des gens qui me disent qu'il n'a pas marché. J'ai pas vu encore de gens qui m'ont montré comment ça pourrait marcher. Et donc, comme tu l'as dit, peut-être que ça ne marche pas tout simplement. Mais je suis un peu comme toi, on a pas mal d'activités en ce moment, donc on est très heureux. C'est un problème de riche presque. Donc, mais il va falloir quand même qu'on trouve une solution. C'est une belle conclusion. Moi, j'espère vraiment que tu vas réussir et que tu vas changer, révolutionner le truc, changer le game, créer quelque chose de durable. Alors, il y a des réseaux quand même d'indépendants qui fonctionnent. Hein. J'ai pas trouvé ce côté utopique où tu peux vraiment pérenniser. J'ai envie de dire créer de la culture, créer une culture autour de gens qui restent indépendants, qui restent libres. La culture d'entreprise, elle se délite dans ce système-là, je suis d'accord. Ouais, je pense que c'est très difficile, mais si tu trouves le deal, si tu trouves le truc, ça va résonner fort.